Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés à notre 4e séance dans le thème de la cristallographie. Nous entamons maintenant notre 2e chapitre qui concerne les métaux cristallins. Alors, qu'ont-ils de spécial ces cristaux métalliques? Ils sont tout d'abord formés de motifs constitués d'atomes métalliques, liés entre eux par des liaisons métalliques. Ces liaisons métalliques, on l'a déjà dit, sont des liaisons fortes. C'est-à-dire qu'entre deux motifs, la distance est très courte, puisque, bien sûr, cette liaison étant forte, elle les rapproche au maximum les uns des autres. Ce qui a pour conséquence quoi? C'est que ces cristaux sont compacts, serrés, selon un certain assemblage qu'on appelle empilement. Alors regardons ça de plus près. Prenons par exemple nos métaux, donc ce sont des sphères que nous allons mettre les unes collées aux autres parce que, bien sûr, l'empilement que nous allons construire est compact vu les fortes liaisons entre les motifs. Ici, donc nous avons formé une première couche A, donc selon l'axe des X et Y, c'est un premier plan d'empilement. Donc, qu'est-ce que vous observez? Pour chaque motif, vous voyez qu'il est entouré de 6 motifs, et entre eux, vous retrouvez 6 creux, 6 vides. Vous avez des vides triangulaires, 3 pointés vers le haut et 3 pointés vers le bas. On peut aussi empiler d'une autre manière, selon une seule couche. De cette façon aussi. Ça aussi, c'est un empilement compact. Parce que, vous voyez par exemple qu'un motif, il est accolé à 4 motifs au lieu de 6. Bien entendu, cet empilement est moins compact que celui-là. Alors, on va s'intéresser à l'empilement le plus compact. Et nous allons maintenant construire la deuxième couche selon l'axe des Z, donc au-dessus de ces sphères-ci. Nous allons positionner, pour faire toujours un empilement le plus compact possible, donc nous allons mettre les sphères au-dessus de ces creux-là. Par exemple, je mets une sphère au-dessus des creux pointés vers le haut. Vous voyez bien que celui qui est pointé vers le bas ne peut pas donc correspondre à une sphère qui serait au-dessus de lui, puisqu'il n'y a pas cette place. Donc tous les autres motifs, normalement, vont se positionner au-dessus des creux pointés vers le haut de la couche A. Alors les couleurs correspondent aux couches, mais tous les motifs sont exactement les mêmes. Il s'agit du même métal. Maintenant, nous allons faire de même avec une troisième couche, et cette fois-ci, nous avons le choix entre deux possibilités. Soit nous allons positionner nos sphères au-dessus des creux pointés vers le haut de la couche B, ou bien au-dessus des sphères pointées vers le bas de cette même couche B. Et ça ne donne pas la même chose. Donc si nous mettons notre troisième couche, cette fois-ci en noir, au-dessus des creux pointés vers le haut, vous allez voir quoi? Donc si on continue avec cette couche-là, vous allez avoir 3 couches différentes. Comment ça, différentes? Si vous regardez le centre de cette sphère noire, l'axe qui passe par son centre ne passe pas par le centre des sphères grises ni par le centre des sphères blanches. Donc ces 3 couches sont décalées les unes par rapport aux autres. Mais chaque couche ressemble dans sa compacité à l'autre. C'est-à-dire, si vous prenez une sphère grise, vous allez voir que sur la couche B, cette sphère est entourée de 6 sphères grises. Mais elle est collée à 3 sphères noires au-dessus et 3 sphères noires en dessous. C'est pour cela que les motifs dans ce type d'empilement ont une coordinance de 12. C'est l'empilement le plus compact, c'est-à-dire le cas où une sphère est en contact. Elle est accolée à 12 sphères identiques. Bien sûr, nous avons une autre possibilité, nous l'avons dit. Donc, comme d'habitude, couche A, couche B,
tout à fait pareil, mais maintenant, ici, nous avions mis les couches noires au-dessus des creux pointés vers le haut. Maintenant, nous allons mettre ces couches au-dessus des creux pointés vers le bas. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, nous retombons une fois de plus sur la couche A. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez un axe qui passe par le centre de cette sphère blanche, il ne passera pas par le centre des sphères grises, mais passera par le centre des sphères de la couche A. Dans ce cas-ci, vous avez un empilement de type ABA. Mais la coordinance est exactement la même, pour les mêmes raisons. Vous avez, chaque motif est entouré de 6 sphères sur une même couche, 3 sur la couche du dessus, 3 sur la couche de dessous. Donc nous avons 2 types d'empilement le plus compact qu'on puisse avoir. Nous allons nous intéresser pour commencer à l'empilement de type A, B, C, et je ne prendrai qu'un petit bout de ce que nous avions, de l'empilement que nous avions vu tout à l'heure. Donc vous avez bien la couche A, la couche B, la couche C, la couche A, etc. Alors, si nous regardons ces couches de billets pour plus de visibilité, c'est-à-dire que voici votre couche A, votre couche B, votre couche C, votre couche A, et je les ai un petit peu éloignés les uns des autres pour plus de visibilité. Cet empilement ABC, à quel réseau de Bravais il correspond? Pour cela, je vais tourner un petit peu sur le côté cet empilement. Donc, vous voyez, je fais une petite rotation. Et qu'est-ce que je vois? Vous voyez toujours déjà la couche A, le plan A, le plan B, le plan C, le plan A. Ce sont des plans d'empilement. Et qu'est-ce que ça nous donne, ceci? Ça nous donne un cubique face centrée. Pour mieux voir ça, regardez la face du dessus. Vous voyez les 4 sommets de la face et le centre de la face. Je prends une autre face. Vous voyez les 4 sommets et le centre de la face. Je peux faire la même chose pour toutes les faces. Pour toutes les faces, vous pouvez retrouver vos 4 sommets et le centre de la face. Celle d'à côté aussi, derrière et de devant. L'empilement A, B, C est en fait un cubique face centrée. Et les plans d'empilement, si vous regardez bien, ce sont les plans 1, 1, 1. Nous allons ouvrir maintenant une parenthèse et nous intéresser maintenant au vide laissé par cet empilement. Parce que, aussi compact que soit votre assemblage de sphères, vous trouverez toujours des vides qu'on appelle des sites cristallographiques. Par exemple, si vous prenez 8 sphères qui forment un cube, vous avez un vide à l'intérieur. Ce vide est appelé site cubique puisqu'il se trouve au centre d'un cube. Si j'élimine ces petites sphères pour voir juste le vide, donc le site, pourquoi est-ce qu'il nous intéresse ce site? Parce que nous pourrons y insérer un motif étranger. C'est tout l'intérêt que nous verrons beaucoup plus loin. Alors, si vous insérez ici un motif étranger, ce motif, il a aussi une coordinance. Il est entouré des 8 sphères. Et on parle aussi de coordinance du site dans lequel nous pourrons insérer un motif, qui est égal pour un site cubique à 8. Vous avez aussi un autre type de site, qui est formé par un tétraèdre. Donc sur un même plan, vous avez 3 sphères qui forment un triangle, et au-dessus, vous avez le sommet, sur une autre couche, donc une autre sphère, et à l'intérieur, vous avez un vide. C'est ce qu'on appelle un site tétraédrique. De même, si on enlève nos sphères, on peut voir le site tétraédrique au milieu. Sa coordinance est égale à 4. Et pour finir, nous avons un site de type octaédrique. Donc, nous avons une base ici
carré de 4 sphères avec 2 sommets. À l'intérieur, vous avez votre vide ou site octaédrique. Et le voilà, si on enlève les sphères, on peut tout à fait le voir. Et d'ailleurs, sa position, elle est sur la base de l'octaèdre et sa coordinance, elle est de 6. Revenons maintenant à notre cubique face centrée et posons-nous la question de savoir est-ce que ce cubique face centrée possède des sites cubiques, des sites tétraédriques et des sites octaédriques. Bon, pour commencer, on peut bien voir que ce type de maille ne possède pas de site cubique, puisqu'il n'y a aucun moyen d'avoir 8 motifs qui forment un cube. C'est pour ça que je passe au site tétraédrique. Alors, où retrouver ces sites tétraédriques? Eh bien, si je prends par exemple ces 3 motifs des faces, je peux former la base de mon tétraèdre. Le sommet de la maille est le sommet du tétraèdre et le site tétraédrique est donc à l'intérieur. Où est sa position, ce site? Eh bien, je peux tout à fait former un petit cube qui l'entoure, un cube de paramètres A sur 2, et ce site est exactement au centre de ce petit cube. Dans votre maille cubique face centrée, vous pouvez former 8 petits cubes à l'intérieur desquels vous aurez vos 8 sites tétraédriques. Puisque chaque sommet du site tétraédrique est le sommet de la maille, donc puisque vous avez 8 mailles, vous aurez 8 sites tétraédriques qui ici, nous les relions entre eux, vont vous donner un cube. Ils forment un cube entre eux, de paramètres d'ailleurs A sur 2. Ce qui va nous permettre de donner les coordonnées de ces sites cubiques tétraédriques, donc bien sûr on en a 8. Quelles sont les coordonnées de ces sites? Eh bien si vous prenez celui-là, il est en position 1/4 de x, 1/4 de y, 1/4 de z. Celui qui est devant, donc il va être en 3/4 de x, 1/4 de y, 1/4 de z. Et vous pouvez continuer comme ça pour tous les sites, les 8 sites. Vous pouvez trouver toutes les coordonnées de ces sites. Le dernier, celui-là, il est en 3/4, 3/4, 3/4. Passons maintenant au site octaédrique. Reprenons notre maille. Alors, on voit déjà un premier site qui saute pratiquement aux yeux, si vous le voyez. Donc, il est là, ce site. Les 6 faces de la maille forment ce site octaédrique. Donc, vous avez votre base et les 2 sommets, et le site octaédrique est en plein milieu. Il est positionné, sa position est claire, il est sur la base de votre octaèdre. Il n'y a pas que ce site octaédrique, il y en a d'autres. Mais pour ça, j'ai besoin de voir la maille de travail dans tout un environnement, donc entouré de 3 autres mailles, pour pouvoir observer ces autres sites. Alors regardez bien, si je prends les 2 motifs, ces 4 motifs-là par exemple, ils vont former la base de l'octaèdre avec les 2 sommets. Je peux même considérer la base comme étant pour ces 4-là. Ici, c'est les 2 sommets. Et là, vous aurez votre site octaédrique qui va être positionné sur l'arête de votre maille. Alors, bien sûr, nous n'avons qu'un seul site au milieu de la maille, celui qu'on a vu ici. Maintenant, nous avons vu que sur une arête, on peut avoir un site et on peut faire la même chose sur toutes les arêtes. Et comme nous avons 12 arêtes, si je ne montre que la position de ces sites, vous allez avoir 12 sites, n'est-ce pas? Sur chaque arête, au milieu de chaque arête, vous aurez un site, plus le site qui est au milieu de la maille. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous avons 13 sites octaédriques, nous n'en avons que 4. Pourquoi? Le site du milieu, il appartient en totalité à la maille, alors que les sites sur les arêtes sont partagés entre 4 mailles. Une arête est partagée entre 4 mailles, donc le site aussi.
Si vous avez 12 arêtes, donc 12 sites octaédriques, il va falloir les diviser par 4. Ça ne fait que 3 sites de ce type-là par maille. Plus 1, ça vous fait 4 sites octaédriques par maille. Nous pouvons, comme tout à l'heure pour les sites tétraédriques, donner les coordonnées de ces 4 sites et non pas les 13. Alors comment on va faire? Ce site-là, ben c'est clair, il est là, quelles sont ses coordonnées? Ben c'est 1,5, 1,5, 1,5. Et les 3 autres sur les arêtes? Avec quelle arête nous allons travailler? Avec quel site nous allons travailler? Eh bien, vous ne prenez que les 3 sites les plus proches de l'origine. Si je prends mon origine ici, ce site-là, quelles sont ses coordonnées? Ses coordonnées sont 1,5, 0, 0. Ce site-là, selon l'axe des Z, le plus proche de l'origine, ses coordonnées sont 0, 0, 1,5. Et ce site-là, qui est le plus proche de l'origine, ses coordonnées sont 0, 1,5, 0. Voilà les 4 sites octaédriques et leurs coordonnées. À bientôt.